est-ce que le port renvoie à un souvenir pour vous particulièrement important? Alors, le port renvoie effectivement à un souvenir assez important, mais c'est un souvenir d'enfance. Hein. C'est un souvenir de... J'ai passé une partie de mon enfance au bord du Rhin, et j'avais vraiment le souvenir de ces énormes bateaux qui me paraissaient monstrueux à l'époque, qui passaient alors qu'on était en train de pêcher sur les bords du Rhin. Donc c'est un souvenir dans un souvenir que je n'ai pas tout à fait retrouvé en arrivant au port, parce que le port, c'est avant tout une plateforme industrielle, que ce soit via des spectacles ou via des visites, je dirais, plus institutionnelles. Il est toujours frappant de voir à quel point il y a une méconnaissance complète de ce que peut représenter le port de Strasbourg. Les habitants de Strasbourg ne savent pas ce que représente le port de Strasbourg, mais je dirais même au niveau des sachants, entre guillemets, c'est très difficile de se faire une idée de tout ce qui peut exister comme élément, alors que ce soit des éléments industriels, des éléments logistiques évidemment, mais également des ateliers d'artistes, un atelier d'architecture, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on a deux torréfacteurs de café, enfin on a plein de choses comme ça qui existent sur le port et qui font sa richesse, quoi, qui font sa richesse. Et c'est d'autant plus étonnant que le port de Strasbourg a cette particularité par rapport à énormément d'autres ports que je connais d'être ouvert, c'est-à-dire qu'en fait on peut aller partout dans le port sans se faire arrêter, alors que vous ne rentrez pas dans le port de Lyon, vous ne rentrez pas dans le port de Gennevilliers. Il faut passer une barrière, montrer patte blanche, enfin, entre guillemets, ou en tout cas des papiers. À Strasbourg, on va partout. Et pourtant, il y a plein d'endroits où on ne va jamais, où les habitants de Strasbourg ne vont jamais. J'ai l'habitude de dire que les habitants de Strasbourg ont souvent comme image du port les friches industrielles, qui sont actuellement en cours de reconquête par la SPL des Deux-Rives, et le port au pétrole. À part ça, si je demande à un Strasbourgeois, place Kléber, ce qu'il retient du port, je pense que c'est à peu près tout. Je vais enchaîner sur une question autour du lien historique et spatial, spatial et politique, qui noue assez inextricablement ville et port, puisque c'est vraiment le sujet de notre recherche. Donc, notre enquête a souligné la solidité de ce couple, mais aussi son évolutivité. C'est un couple qui est soudé administrativement depuis la création du PAS au début du XXe siècle, puisque la ville est au conseil d'administration à part égale avec l'État. Mais elle est liée spatialement, les deux sont liés spatialement depuis la naissance de la ville, avec différents types d'attachements. Donc on est allé d'une relation fusionnelle qui était le port-marché vers une solidarité plus distante quand le port a basculé avec l'industrialisation rhénane sur les bords du Rhin. Et on a une volonté de rapprochement aujourd'hui qui s'incarne à travers le projet des Deux-Rives. Et donc, on est aussi à une heure où Strasbourg déborde maintenant son échelle municipale pour prétendre, ça fait déjà un moment, à une dimension métropolitaine et transfrontalière. Et donc, l'heure est au renouvellement de cette interrelation. Et donc la question, j'y viens, c'est selon vous, jusqu'à quel point y a-t-il aujourd'hui convergence des systèmes, des intérêts et des stratégies entre ces deux acteurs, mais acteurs de la ville et de la métropole, et de façon relativement à la gouvernance, est-ce que finalement les équilibres actuels sont encore satisfaisants? Est-ce qu'il ne faut pas envisager de nouveaux périmètres de gouvernance et peut-être de nouveaux acteurs? Est-ce que c'est la ville, l'Eurométropole, la région, peut-être la CEA aussi, ou est-ce que c'est même à l'échelle du couloir transfrontalier qu'il faut poser cette question? Donc elle est assez vaste, mais c'est une question importante de notre recherche. Par rapport à ces questions d'évolution de la relation avec la ville, effectivement, je reviens sur mon histoire d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de raisonner à plusieurs échelles différentes. Clairement, le port et la ville, les nouvelles attentes
font que le port va probablement répondre encore plus à un certain nombre d'attentes nouvelles qui peuvent apparaître. Je pense à des histoires de transition énergétique, je pense aux histoires de logistique de proximité, où là, on sent qu'on peut amener quelque chose qu'on n'amenait pas forcément avant. L'équilibre qui avait été trouvé en 1923 entre la ville et le port et l'État est plutôt un bon équilibre, qui a été d'ailleurs, ça a été traduit par un archaïsme réussi dans certains rapports de la Cour des comptes. Donc on voit bien le côté, ça paraît archaïque, mais ça marche bien parce que en fait, les enjeux aux différentes échelles sont effectivement représentés au conseil d'administration. Alors, est-ce que l'équilibre est complètement en phase avec l'ensemble des données aujourd'hui? Je dirais pas complètement. Effectivement, on a la création de la CEA qui crée quand même un certain élément. La région qui a pris un certain nombre de compétences portuaires, notamment sur les ports du Haut-Rhin. La métropole qui, en tant que telle, n'est pas représentée au sein du conseil d'administration, c'est via la ville, mais il se trouve qu'il s'agit de conseillers métropolitains qui sont à la ville, ou la présidente qui est également conseillère métropolitaine, mais ça pourrait très bien ne pas être le cas. On pourrait très bien avoir uniquement des personnes de la ville qui ne représentent pas la métropole. Donc il y a ce côté métropole qui doit être représenté aussi, puisque de fait, un certain nombre de problèmes ne se gèrent qu'à l'échelle de la métropole. La ville est un peu petite pour gérer ce problème. Donc on a cette évolution probablement de gouvernance qui est nécessaire. Alors est-ce que ça doit passer par une évolution du conseil d'administration? Est-ce que ça doit passer par des organismes consultatifs peut-être à proximité, organismes qui pourraient également associer des éléments comme les associations de protection de l'environnement, puisqu'on a aussi une dimension environnementale. On représente 1000 hectares, c'est quand même c'est l'équivalent c'est plus que certaines communes alsaciennes. Donc c'est quand même énorme. Des associations environnementales ou des associations de riverains, par exemple. On pourrait arriver à peut-être mieux associer et mieux avoir cette interpénétration des fonctions qui, à mon sens, va devenir de plus en plus forte. Les ports de Strasbourg, parlons-en maintenant au pluriel, donc forment un hub logistique très important. Vous l'avez rappelé, c'est un hub trimodal. Il y a le fer, l'eau et la route. C'est un carrefour à différentes échelles, à l'échelle mondiale et européenne en particulier. À l'échelle régionale, c'est un nœud logistique important et vital pour l'Alsace, je crois on peut le dire. Mais il joue aussi un rôle assez important à l'échelle intramétropolitaine. C'est également une question aussi contemporaine importante. Alors vous-même, le PAS avait élaboré une stratégie industrielle il y a maintenant 5 ou 6 ans, je crois, le plan Phoenix, c'est ça? Phoenix, oui. Voilà, où on pourra aussi discuter sur est-ce que la feuille de route est toujours actuelle, est-ce qu'elle est actualisée. D'après les analyses que nous avons pu faire, les ports de Strasbourg font face aussi à un certain nombre de défis ou d'enjeux, disons, systémiques. Un de ces défis, c'est cette question de la transition, alors qui est à la fois une question vaste et floue et en même temps urgente, cette transition industrielle aussi, et face aux défis énergétiques, entre autres. Alors une question qui vous intéressait particulièrement, c'était la question du port au pétrole, qui est là aussi une question à la fois très spécifique et en même temps à plusieurs facettes. Le port a toujours été une plateforme énergétique. On peut parler du charbon, le port, à un moment donné, était une plateforme charbonnière de première importance. Je rappelle souvent que dans les années 70, le tonnage du port était 2 fois supérieur au tonnage actuel, mais il y avait là-dedans une dizaine ou une douzaine de millions de tonnes de charbon qui transitaient par le port. Aujourd'hui, il n'y en a plus une seule. Donc on voit bien que les transitions énergétiques, transition du charbon vers le pétrole, ont existé. Et aujourd'hui, on est effectivement à l'aube d'une transition comme celle-là. Il y a, à mon avis, 2 choses importantes à avoir. C'est que le port doit continuer à rester une plateforme énergétique. C'est-à-dire qu'on essaye de rester un acteur de la transition énergétique. C'est l'exemple des réseaux de chaleur. Donc, réseau de chaleur, on a été dans l'initiative de cette affaire de réseau de chaleur. On est rentré dans la société d'exploitation du réseau de chaleur du port qui permet de récupérer quand même
à terme, qui devrait permettre de récupérer la chaleur fatale, donc la chaleur qui chauffait les petits oiseaux, entre guillemets, de 3 entreprises, et qui est quand même quelque chose, c'est l'une, sinon la première source d'énergie dite renouvelable sur la métropole. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose d'important, un enjeu fort. Après, le mix énergétique futur, on ne sait pas du tout de quoi il sera fait demain. On entend parler beaucoup d'hydrogène, on peut entendre parler de biogaz, on entend parler de biodiesel ou autres éléments de ce type-là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est probablement une combinaison d'un certain nombre de facteurs. Et pendant un certain temps, si j'ose dire, on sait bien que le pétrole, pendant un certain temps, va décliner, mais n'est pas encore remplaçable. Alors, je ne saurais pas dire à quelle échelle. Est-ce que c'est 10, 15, 20, 25 ans? Ça, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à terme, moi j'imagine qu'à terme, on ne transportera plus une tonne de pétrole fossile, si j'ose dire, sur le Rhin. Je pense qu'à terme, c'est ça ce à quoi il faut se préparer. Et on a cette chance inouïe d'avoir des terrains qui sont embranchés fer, embranchés eau, qui permettent d'aller vers les ports de la mer du Nord en moins de 3 jours. On a cette chance inouïe. Il faut absolument qu'on préserve ces éléments-là. Il faut qu'on arrive à les préserver et ne pas se dire à un moment donné, parce que effectivement aujourd'hui les choses évoluent d'une certaine façon, on obère l'avenir parce qu'on est sur des échelles de temps qui ne sont pas du tout les échelles à 4 ou 5 ans. C'est-à-dire on est sur un aménagement à 30, 35 ans. Enfin, je pense qu'on est c'est l'échelle de temps qu'il faut qu'on ait en tête sur ces éléments-là. J'entends souvent parler il faudrait déménager le port au pétrole. Déjà, la question c'est où, hein. Je ne suis pas certain que qui que ce soit accepterait facilement d'avoir un port au pétrole à côté. Et puis un port au pétrole, par définition, c'est à proximité d'une voie d'eau. Or, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas. Et on l'oublie quand même un peu souvent, c'est que tout ça, c'est quand même, en gros, 2 millions de tonnes. Autrement dit, c'est 100 000 poids lourds par an qui sont évités par l'existence de ce port au pétrole. Alors, vous allez me dire, certains repartent vers la ville, mais la ville consomme du pétrole, mais une bonne partie repart par pipeline, par exemple vers Eichstätt, pour être chargé sur Eichstätt. Donc on voit bien que là, on a un élément qui permet effectivement alors, pas seulement la compétitivité de la ville, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de bien-être, etc. aujourd'hui, mais aussi de transférer de la route sur d'autres moyens de transport. Alors, je parlais du fleuve, mais le rail aussi, hein, il y a des trains aussi qui arrivent au port au pétrole, sur ces éléments-là, de garantir effectivement l'attractivité. Et c'est pas complètement un hasard si le port au pétrole est considéré comme l'un des points d'importance primordial par l'ensemble des acteurs pour l'approvisionnement énergétique aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être la même chose, mais avec un mix énergétique. On l'espère tous, très différent. Parmi ces 3 mots, lequel vous semble le mieux correspondre? Les ports facilitateurs, attentistes, pionniers, et on pourrait ajouter laboratoire. Qu'est-ce qui vous semble le plus... Je dirais à la fois laboratoire et facilitateur. Laboratoire et facilitateur, pourquoi? Parce que on a, par rapport à une zone d'activité classique, si je prends l'ensemble, le fait qu'il y ait une autorité portuaire fait qu'on peut fédérer les acteurs, ce qui est quelque chose qui est très difficile à faire sur une plateforme d'activité autre. Donc on peut être facilitateur, y compris par des investissements ou par l'aide à des études, comme on l'a pu le faire sur les aspects réseau de chaleur ou sur les aspects économie circulaire, par exemple. Donc on essaie d'être facilitateur sur l'ensemble et effectivement pionnier sur un certain nombre d'éléments. Alors, il a déjà été dans le passé. Il faut se souvenir qu'en 1967, donc très peu de temps après l'invention du conteneur, le port accueillait son premier conteneur et investissait dans un terminal à conteneurs. On a notre place à la frontière du public et du privé
nous permet de comprendre, d'essayer de comprendre. N'ayons pas l'outrecuidance de penser qu'on comprend tout, d'essayer de comprendre les logiques des acteurs, aussi bien publics que privés, dans un certain nombre de domaines. Et donc, d'être à cet ensemble. Et actuellement, on essaie de favoriser, par exemple, des éléments comme du trafic de conteneurs entre Saverne et Strasbourg. Faire du trafic de conteneurs sur une péniche entre Saverne et Strasbourg, c'est quelque chose, je dirais, de façon naturelle, le marché ne le fera pas. C'est évident, le marché ne le fera pas de façon naturelle. La puissance publique essaye de favoriser, les collectivités essayent de favoriser cet élément-là. Par contre, ils ont besoin d'un acteur qui connaisse, qui sache ce qu'attendent les acteurs privés, voire même qui puisse investir de façon tout à fait classique, comme une société normale dans ce type d'aventure. Et dans ce cadre-là, vous êtes associé à VNF, qui se positionne comme vous dans votre projet Phoenix, et eux aussi comme facilitateurs, mais de fait, vous vous retrouvez assez proactif et peut-être un des rares acteurs à pouvoir opérer cette convergence synergique. Et la situation des ports de Strasbourg, qui est intra-urbaine, intramétropolitaine, est-ce que justement c'est un facteur d'innovation? C'est-à-dire que la pression finalement de votre situation centrale dans la métropole, avec ce que ça implique aussi d'enjeux, de conflits, de frottements, on va dire, vous le disiez, c'est un port ouvert, est-ce que ça c'est quelque chose qui pousse à l'innovation? Est-ce qu'on peut y voir le bon côté? Ça pousse à l'innovation. Alfred Sauvy parlait souvent de difficultés créatrices. Je crois beaucoup à cet élément-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça nécessite de chercher à travailler, à regarder autrement. Et c'est vrai que la pression de la ville, par exemple, par rapport aux deux rives, nous a quand même obligés à repenser la façon dont on voyait, d'une part, les liaisons nord-sud, dont on voyait la zone nord dont je parlais, etc. Donc, ça nous oblige à repenser ces éléments-là. Alors, c'est pas toujours facile, parce que c'est pas évident d'être compris, et il faut arriver à faire entendre sa voix, et puis... il y a des écoles en urbanisme, je vous apprends rien, qui des fois s'opposent, mais d'un autre côté, ça permet effectivement peut-être de chercher un certain nombre de choses. Et l'avantage d'être en contact avec les entreprises, de rester dans un élément qui est quand même très réaliste sur un certain nombre d'éléments. J'ai l'habitude de le dire, une entreprise, un chef d'entreprise, son questionnement, ça va être: est-ce que j'investis pour les 15 ans qui viennent? Et à un moment donné, s'il pense qu'il n'a pas un écosystème favorable, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais il ne va pas investir. Et dans 15 ans, il ne sera plus là. Alors, vous parliez justement des liaisons nord-sud, qui a été un enjeu, évidemment, au rapport donc, des deux rives, qui est le grand projet urbain strasbourgeois qui traverse la zone portuaire et le Rhin. Il y a des contraintes grandissantes d'accès. L'accès nord qui était prévu, on peut le dire, a été remis en cause. Il a été l'objet du débat aussi aux élections municipales, une candidate était pour et l'autre contre, et donc c'est plutôt celle qui était contre qui a gagné. Bon, alors, en ce qui concerne effectivement l'accès nord, j'ai envie de dire que moi, je milite toujours, là c'est presque à titre personnel, mais je milite toujours pour que les choses ne soient jamais rendues impossibles. Par contre, je pense que l'important, c'est de regarder de vraiment regarder quelles sont les problématiques qui sont posées. Comment est-ce qu'on fait pour voir vraiment le problème, poser vraiment le problème de l'accessibilité à toutes les échelles, c'est-à-dire que ce soit la grande échelle ou l'échelle régionale. Comment est-ce qu'on pose l'ensemble et se dire, bon, ok, dans un premier temps, ou voire même dans le futur, il n'y aura pas d'accès nord. On sait bien qu'à terme, l'accès central sera de plus en plus compliqué, l'accès par la route du Rhin. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'accès qui reste? Évidemment, on est obligé aussi de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour transférer une partie de ces marchandises sur d'autres modes de transport.
La question du transfert vers le rail, c'est que on n'a pas forcément la capacité de tout transférer vers le rail. Parce que le rail, il y a la concurrence entre le voyageur et la marchandise. Il y a une vraie étude globale à trouver. La métropole est en train d'étudier cet élément-là pour voir un peu comment rentrer plus finement dans le détail. On engage aujourd'hui pas mal d'études sur ce sujet-là. Alors, ne serait-ce que parce que si on raisonne à une autre échelle, on veut se considérer comme un carrefour et comme une porte d'entrée en France par rapport à des trains qui viennent, on parle de la route de la soie par exemple, il y a des trains qui vont vers Duisbourg, tout part en camion vers la France. Donc ce serait quand même pas idiot et tout le monde, on pense qu'il y a un moyen d'arriver à faire du train Duisbourg-Strasbourg par exemple, pour arriver à irriguer le territoire. Il faut que tout ce panel de solutions soit mis sur la table, de façon à voir quels sont... On n'arrivera pas à agir par un seul élément, c'est-à-dire que de dire moi je coupe ça et puis tout va bien, ça ne se passera pas comme ça. En tout cas, ça se passera assez mal je pense, pour l'agglomération. Donc finalement, cet étouffement, ou en tout cas cette pression sur l'accessibilité, si on la corrèle aussi aux enjeux liés aux étiages et à des enjeux de transferts modaux et peut-être à une actualité qui sont les grands investissements de l'État, tout d'un coup, ça semble être le moment et un nouveau moment sur cette question ferroviaire. C'est un bon moment sur la question ferroviaire. On a une étude qui montre qu'on a un potentiel de doublement. On parle beaucoup du doublement du ferroviaire. D'ailleurs, dans la discussion de la loi actuellement, il y a des amendements sur ce type-là, un doublement du ferroviaire à l'échelon 2030. Alors, ça ne sera peut-être pas 2030, parce que 2030, c'est quand même très proche aujourd'hui. Mais un doublement du ferroviaire à 2030-2035, aujourd'hui, on sait qu'on a un potentiel de doubler le ferroviaire. Mais ça nécessite un certain nombre de conditions, déjà d'infrastructures internes au port, puisqu'on n'a pas toutes les infrastructures qui permettent de le faire, de liaison avec les infrastructures ferroviaires du réseau national. Et c'est important parce que aujourd'hui, ce qui importe pour les industriels et pour les clients, c'est de pouvoir choisir. En plus, les industriels ont besoin d'avoir une sécurité en termes d'acheminement. Alors, on a parlé des étiages, mais on peut parler aussi des accidents sur le réseau ferroviaire. Il y a eu un accident à Rastatt il y a 4-5 ans qui fait qu'il n'y avait plus d'échange nord-sud sur l'une des artères les plus circulées en termes de marchandises sur le réseau ferré allemand, et qui ont mis en difficulté des entreprises. Il y a des entreprises à Bâle qui ont fermé à cause de cet accident-là. Donc on voit bien que de pouvoir switcher entre différents modes de transport est extrêmement important pour les industriels, parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ne pourront pas se baser uniquement sur un élément. Donc on va basculer vers les questions plutôt de tourisme, qui sont aussi un volet portuaire important. Le port peut-il jouer sa carte mieux et autrement dans le développement touristique ? Donc on a repéré le rôle touristique important joué par le PASS à travers au moins deux acteurs, 2 niveaux d'acteurs. Il y a Batorama, qui est directement une filiale du port autonome de Strasbourg, qui est un médium quand même important pour découvrir la ville dans un tourisme aujourd'hui d'hypercentre, avec une capitale touristique et patrimoniale importante. Et on a aussi un champion européen de la croisière fluviale sur Strasbourg, Croisier Europe, qu'on a la chance d'avoir sur le territoire portuaire. Et donc, nous, on a quand même, et on n'est pas les seuls, parce que c'est aussi ce qui ressort de nos entretiens d'acteurs, on a repéré une situation un peu paradoxale à travers nos constats. C'est qu'effectivement, il y a peut-être un hiatus entre les atouts de Strasbourg et du territoire métropolitain, à la fois en termes d'attractivité et en termes d'acteurs, et finalement une offre en termes d'infrastructure et en termes de qualité d'accueil
qui est peut-être pas à la hauteur de ces potentiels. Donc on arrive à la question que vous avez sélectionnée, qui est double, la question de la plaisance, petite plaisance plutôt, à travers la question d'un port de plaisance au sein des territoires et qu'on peut peut-être aussi décliner sur la question pôle portuaire ou réseau territorial de petits ports. Voilà, donc on peut peut-être commencer là-dessus, et puis il y a l'autre question qu'on pourra développer derrière, qui est l'accueil des grands croisiéristes. Des grands croisiéristes. Alors, en ce qui concerne les ports de plaisance, bon, déjà rappeler que quand même, sur le port de Strasbourg, il existe 6 ports de plaisance. Donc on a en gros 300 places d'accueil qui existent sur Strasbourg. Alors le problème qu'on a, c'est un peu toujours le pendant des ports de plaisance, c'est qu'en fait ces places sont occupées par des personnes qui sont à l'année. Donc c'est souvent le cas des ports de plaisance. Hein. Alors c'est un peu d'ailleurs l'équilibre économique des ports de plaisance réside malheureusement en général sur les résidents permanents, pas sur les gens de passage. Alors, cela dit, effectivement, ça fait un certain temps qu'on a constaté avec la ville et la métropole que Strasbourg est au carrefour du Rhin, du canal de la Marne-au-Rhin et du canal du Rhône-au-Rhin, qu'il y a un grand potentiel sur Strasbourg. On est à proximité, on est à une journée et demie de navigation, 2 jours, on va dire, d'un pôle qui est un pôle national, qui est le pôle de la traversée des Vosges avec le plan incliné, les tunnels et Saverne. Donc c'est un peu dommage que Strasbourg ne profite pas de la plaisance de location, si j'ose dire, plutôt que la plaisance de propriétaires, qui est un peu la plaisance qui est installée à Strasbourg. On voit bien comment fonctionnent les loueurs sur le réseau navigable, et on sent bien que ce n'est pas forcément facile à caser à proximité du centre-ville. L'autre élément, ce sont les éléments d'accueil, peut-être de façon plus diffuse, un accueil peut-être plus diffus. Alors, il existe un certain nombre de places d'accueil, mais je crois que là-dessus, on a à relancer probablement avec la ville, parce que bon, la ville est un des acteurs, et puis VNF, puisque on va forcément être sur nos différents domaines. Vraiment, la réflexion dans le cadre des plans fluviaux, par exemple, sur à quels endroits il est intéressant d'accueillir effectivement ces personnes qui sont des touristes à haut niveau de contribution. Hein. C'est quand même des touristes qui consomment. Donc c'est pas inintéressant de les accueillir et c'est un peu dommage qu'on les accueille pas. Aujourd'hui, on a un peu du mal sur cet élément-là parce que c'est pas dans la vocation du port stricto sensu de définir ce type d'accueil. On peut accueillir un acteur qui accueille, mais on ne peut pas accueillir nous-mêmes. C'est pas dans notre principe de spécialité, comme on dit dans les établissements publics. Donc là, on serait un peu en dehors. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle parce qu'il y a une demande, et on sent bien que cette demande aujourd'hui, on n'arrive pas à la satisfaire de façon efficace et de façon correcte, que ce soit vis-à-vis des riverains, que ce soit vis-à-vis je dirais aussi de tout ce qu'un touriste est en droit d'attendre à terre, que ce soit en termes de branchement électrique, tous les branchements qu'on veut bien, des éléments de ce type-là. Donc sur la plaisance de type plaisance propriétaire, on est armé. Bon, Kiel est très armé puisque les Allemands sont quand même mieux. Ont une culture différente de la culture française en termes de plaisance. Par contre, sur la plaisance location, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à monter, mais probablement en élargissant aussi le spectre, c'est-à-dire en se disant on ne veut pas forcément que ce soit dans l'hypercentre, mais peut-être en ayant des zones qui sont où il est peut-être plus facile d'accueillir des bateaux sans que les riverains se plaignent parce que le touriste, le soir, il a envie de faire la fête. Hein. Les bateaux, c'est pas forcément des choses calmes, si j'ose dire, complètement le soir, quand ils font la fête, en ayant profité de nos bons vins alsaciens, on va dire. Du coup, on retrouve autour de la question touristique, en tout cas de la plaisance,
ce double enjeu qui est la bascule du communal au métropolitain, à minima euro-métropolitain, peut-être même un peu élargi, parce que Saverne réussit effectivement des choses. Et puis cette question, effectivement, de est-ce que être facilitateur, ça suffit en aidant l'initiative privée, ou est-ce que quelqu'un se retrousse les manches et qui, parmi les acteurs que vous avez repérés, pour dire mais on peut peut-être être opérateur, sachant que il y a eu une tradition, ne serait-ce que via Batorama, à un moment donné, de se dire on y va, même si c'est pas notre cœur de métier. C'est ça. La question se pose effectivement dans ces termes, sur le fait de est-ce que quelqu'un arrive à être opérateur sur le système. Au jour d'aujourd'hui, la recherche qu'on a faite, c'est une recherche par rapport à un loueur. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des ports fonctionnent selon ce principe, avec un loueur qui gère la plateforme et qui a un certain nombre de systèmes d'accueil à côté. On a parlé de Saverne. Saverne, c'est ça. C'est Nichols avec un certain nombre d'éléments sur le port et le tout géré par la communauté de communes. Donc on sent bien que là, il y a une synergie qui s'est créée entre un acteur principal et qui lui offre les aménités dont les gens ont besoin, et la Comcom. Donc on n'a pas encore cet élément-là. Je dirais que les acteurs privés étaient également frileux parce qu'ils attendaient de savoir aussi un peu ce qui se passerait en termes sur le canal du Rhône-Rhin. Comme il y a cette incertitude depuis maintenant une dizaine d'années sur le canal du Rhône-Rhin, c'est sûr que si on avait le branchement vers Colmar, alors là, il n'y aurait pas photo, on n'aurait pas de problème pour avoir un acteur qui se dit tiens, j'ai une base ici, j'envoie les gens sur Saverne, j'envoie les gens sur Colmar, formidable. Au jour d'aujourd'hui, vers Colmar, c'est un cul-de-sac. On s'arrête à Rhino et puis c'est fini, quoi. Donc on a un peu cette question-là, et probablement de voir comment à terre, ces acteurs-là ont besoin à terre d'un certain nombre d'éléments, que ce soit des trams ou des éléments qui leur permettent d'aller au centre-ville. Je compare toujours ça, cette plaisance-là, je la compare toujours aux camping-caristes. Les camping-caristes, ils n'ont pas besoin d'être au centre-ville, c'est pas leur problème. Par contre, ils ont besoin de pouvoir y arriver facilement. Par contre, que vous les parquez à 5 km à côté d'une station de tram, ça leur ira très bien. Bon, la plupart, il y en a certains qui vont vouloir stationner place Kléber, mais ça, c'est pas le problème. C'est pas ceux-là qui nous intéressent le plus, si j'ose dire. Et la plupart des villes fonctionnent comme ça. Beaucoup de villes fonctionnent de cette façon-là. Du coup, peut-être basculer sur l'accueil des grands croisiéristes que vous avez décidé d'accueillir en votre sein, peut-être suite aussi à un rendez-vous manqué, puisque dans le contrat Ville-Port de 2011, il y avait quand même un vrai projet assez ambitieux sur Citadelle. Il y a plusieurs éléments dans l'accueil des croisiéristes. Il y a l'élément évolution de la taille des bateaux de croisière. Parce que la taille des bateaux de croisière évolue progressivement vers des bateaux de 135 mètres de long, alors que les bateaux classiques avaient 110 mètres. Il se trouve que nos écluses n'accueillent que des bateaux de 110 mètres, c'est comme ça. Alors, on pourrait penser à les agrandir, on y pense, mais cette question-là est quand même posée au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'accueillir, au niveau Citadelle, on ne serait pas capable d'accueillir, puisqu'il n'y a pas l'infrastructure, des bateaux, un certain nombre de bateaux de sociétés intéressantes, comme River Cruise ou Viking ou autres, qui sont des sociétés qui accueillent de la clientèle, alors qui accueillaient, mais qui vont, j'espère, continuer à accueillir de la clientèle internationale à très haut niveau. Alors, on y a répondu par un élément en se disant, tiens, finalement, on a un bassin, on a une zone qui était une zone de transfert de vrac qu'on ne peut pas très bien utiliser pour autre chose, parce qu'elle n'est pas très large. Est-ce que ça les intéresse? La question, c'était, est-ce que ça dérange la clientèle d'être au milieu d'une zone industrielle avec un terminal conteneur à côté qui fonctionne jusqu'à minuit, des camions, des trains qui circulent? Au contraire, ils sont ravis. Donc ça leur plaît. Ça fait fluvial, quoi. Ça fait portuaire. Bon, ok, très bien. Mais il faut qu'on leur offre aussi la possibilité de le faire. La location de vélos, tout un tas d'éléments comme ça qui aujourd'hui manquent et que
Je pense qu'on est capable de l'offrir, alors que ce soit des histoires d'infrastructure, ou par exemple via Batorama, on peut probablement offrir des éléments pour améliorer l'accès au centre-ville. Alors, ça nécessite pas mal de discussions avec les croisiéristes, parce qu'ils ont un modèle aujourd'hui qui est un modèle très intégré. Hein. Il faut savoir que les bus, pour un certain nombre de compagnies, les bus accompagnent le bateau. Donc, vous voyez les bus qui... le bateau est une espèce d'hôtel flottant avec des bus qui accompagnent, donc c'est quand même pas si simple de les faire sortir de ce schéma où, je dirais en fait, le croisiériste est presque emprisonné dans un écosystème. En gros, il va dépenser tous ses dollars dans l'écosystème, hein, c'est le but de l'opération, je pense. Donc d'arriver à sortir de ce système, mais je pense qu'on peut arriver effectivement à leur proposer quelque chose qui soit plus intéressant. De façon à ce parce qu'il y a toujours un enjeu d'acceptabilité de ce tourisme dont on dit qu'il est de masse. Par contre, je pense que Strasbourg a un intérêt majeur à attirer ces clients, qui sont des clients, je le rappelle, à très haut potentiel financier, quoi. Donc, on essaye je pense que Strasbourg veut essayer de favoriser un tourisme, peut-être moins tourisme de masse, mais tourisme peut-être un peu plus qualitatif, si j'ose dire. Et en même temps, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que ça opère un retournement de regard sur le port qui surprend et qui amorce quelque chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous repérez à travers le plaisir qu'ont ces plaisanciers finalement à arriver dans la première darse près de la capitainerie avec vue sur la minoterie, et qu'il y a un attrait touristique du port et qui intéresse aussi Batorama peut-être dans des logiques de nouvelles destinations. Batorama, on a lancé, alors, pour l'instant de façon un peu expérimentale, alors la Covid a un petit peu tout foutu par terre, mais on a lancé les visites du port de façon un peu expérimentale. La majeure partie des visites était pleine, était bookée une semaine à l'avance. Donc on sent bien qu'il y a une appétence, il peut y avoir une appétence pour effectivement ce tourisme industriel de connaissance d'un certain nombre de choses. De toute façon, j'invite tout le monde s'il le peut, à découvrir le port de la Voie d'Eau. On voit des choses qu'on n'imagine pas lorsqu'on est à terre. Du coup, est-ce que le touriste, le croisiériste qui peut être vu en zone centre-ville, un peu comme l'envahisseur, qui d'une certaine manière surcharge un centre-ville déjà très visité, est-ce que là justement il ne peut pas devenir un peu le pionnier qui fait que la zone portuaire devient aussi intéressante pour les Strasbourgeois, parce que vous alliez y mettre un loueur de vélo, y mettre un restaurant 3 étoiles Et y compris même parce que c'est intéressant pour les Strasbourgeois d'aller voir des grands bateaux de croisière. Exactement. L'un des intérêts, je pense que c'est effectivement cela. Il y a cet intérêt-là, et l'intérêt effectivement de pouvoir offrir des services autres. Alors, restaurant 3 étoiles, je rêve pas. Je rêve pas, mais peut-être des services autres que les touristes pourront apprécier, et qui pourraient être appréciés des Strasbourgeois. Mais c'est vrai qu'on on a vu des personnes de Strasbourg venir rue de la Minoterie pour aller voir les grands bateaux, quoi. Mais c'est vrai que c'est un spectacle quand même assez... ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à Marseille, quoi. Mais bon, quand même, quoi. C'est pas des petites bêtes, quoi. Quand même. Enfin, moi, j'ai moi-même emmené ma petite fille aller voir ces bateaux, elle était les yeux comme ça, quoi. Du coup, on va clore cette question de tourisme sur une question effectivement peut-être de démultiplication des flottes et des usages. Donc les usages sont nombreux, les canaux étroits. On voit une cohabitation de plus en plus complexe d'usages récréatifs, touristiques, de plus en plus diversifiés. On a parlé de la grande croisière, mais il y a un boom sur les péniches de croisière qui commencent aussi à arpenter le réseau fraissinet. On a des petits bateaux qui sont apparus, les petits bateaux électriques familiaux à Strasbourg.
Donc la question, elle concerne le port au moins via la filiale Batorama. Comment le port regarde cette évolution? Est-ce que c'est une fragilisation ou est-ce que c'est de nouvelles perspectives d'évolution? Clairement tous les usages de la voie d'eau, c'est de nouvelles perspectives d'évolution pour nous. D'ailleurs, Batorama a acquis il n'y a pas longtemps un bateau électrique de 12 places pour justement arriver à rentrer dans cette mouvance. Le seul point de vigilance qu'on peut avoir, c'est il y a toujours un point de vigilance à avoir sur le fait que sur Strasbourg, l'île n'est pas très large. Il faut vraiment qu'on sache assurer la sécurité de ces usages. Ça passera probablement à certains endroits soit par des usages à des moments différenciés, soit par des interdictions à certains endroits, mais je pense que ça passera nécessairement par ça, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne seront pas forcément possibles. Sur les questions d'environnement et du cadre de vie en général, donc on voit qu'il y a une interaction très très forte dans le système hydrographique strasbourgeois des rivières et du Rhin et des canaux. Tout ça converge à Strasbourg. Tout ça s'équilibre aussi à Strasbourg, c'est-à-dire que la régulation des crues, des étiages aussi se joue aussi à l'intérieur de ce système-là. Et en même temps, il y a une interrelation très forte, donc ça on l'a vu, entre l'habitat, entre la ville résidentielle et la ville industrielle, notamment autour et dans le projet des deux rives, qui pose ces questions environnementales aussi, de risque aussi et de nuisance éventuellement. Alors la question que nous posions, c'était quelles hypothèques les questions de risques environnementaux et les transformations climatiques actuelles, avec, vous le rappeliez, les différents scénarios et les nombreuses inconnues, quelles hypothèques pèsent sur le port et sur ses réseaux de transport à l'échelle globale et à l'échelle locale? Alors, on va peut-être sérier les éléments de risque. Il y a l'aspect risque industriel. Alors, je dirais que on a connu un certain nombre d'éléments de risque industriel, comme il y a encore aujourd'hui. Ce matin encore. Oui. Qui montrent que les mesures qui sont prises en termes de risque industriel, en fait, à chaque fois, on a eu des éléments qui ont été spectaculaires, mais circonscrits. C'est-à-dire que l'explosion du silo n'a eu des effets que sur la zone du silo. L'incendie de Soprema n'a eu des effets que chez Soprema. L'incendie d'OVH n'a eu des effets que sur l'un des bâtiments d'OVH. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'aide des services de l'État, etc., on arrive effectivement à essayer de circonscrire ces éléments de risque. Bon, évidemment, on essaye aussi sur les risques industriels, c'est l'amélioration continue. C'est un événement comme ce matin a montré 2-3 dysfonctionnements dans la chaîne de communication, donc ça permet d'améliorer les choses, mais je crois que on voit bien que les éléments de risque industriel sont vraiment pris au sérieux par l'ensemble du système, que ce soit l'ADREAL, que ce soit l'EMS ou nous, et que ça fonctionne plutôt pas mal. Je dirais que l'aspect risque étiage et éléments extrêmes, je crois que là on a vraiment sur le Rhin un système extrêmement performant pour arriver à le gérer. La question est peut-être moins prégnante. La question commence à se gérer et commence à être de plus en plus efficacement gérée aussi sur l'aspect cru interne à Strasbourg, puisque les deux systèmes hydrographiques sont quand même très coupés l'un de l'autre. C'est-à-dire que les crues du Rhin n'ont pas tellement de raison de se produire en même temps que les crues de l'Isle. Et essentiellement de la Bruche en l'occurrence. Et là aussi, l'ensemble des éléments sont sur la table pour arriver à protéger efficacement Strasbourg contre un certain nombre de crues. Par contre, la question qu'il y a toujours, c'est les événements. Autant sur le Rhin, on dimensionne pour des événements qui vont être des événements de retour Milan. Alors, vous allez me dire, Milan, ça peut arriver, ça peut arriver demain, malheureusement, mais bon, c'est un peu des événements sur un temps extrêmement long. Autant sur les aspects crus de l'île, par exemple, on est sur des événements de type centennal. Or, une crue tous les 100 ans, ça se produit quand même de temps en temps, donc on peut arriver à avoir cet élément-là. C'est quelque chose sur lequel, alors là aussi, le port, on essaie d'être facilitateur
mais que ce ne soit pas un rôle central de notre part. Hein. On essaie d'être facilitateur pour faire en sorte que les collectivités et que la collectivité prenne conscience vraiment des éléments. Et je crois que la collectivité a vraiment très conscience. L'EMS a extrêmement conscience du sujet. Prennent conscience du fait que effectivement, l'EMS est situé sur une zone à risque de ce point de vue. Même si le risque ne s'est pas produit depuis malheureusement un certain nombre d'années. Sur les inondations, la difficulté majeure, c'est d'arriver à faire en sorte de maintenir la foi lorsqu'il n'y a pas d'événements. Lorsqu'il ne se passe rien, on se dit, après tout, il ne s'est rien passé pendant 20 ans, pourquoi investir, pourquoi faire des plans, etc., alors qu'il ne va peut-être rien se passer. Et puis le lendemain matin, il se passe quelque chose. Après, comme je disais tout à l'heure, le vrai sujet, aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux acteurs, notamment surtout du fluvial, et de la chaîne logistique, c'est de faire prendre conscience que des événements qui se produisaient dans les années 30-40, les étiages, sont des événements qui sont normaux sur le Rhin, alors que la chaîne logistique aujourd'hui s'est habituée au juste à temps, le bateau qui passe quoi qu'il arrive, etc. etc. Et là, on a vraiment un problème de résilience de la chaîne logistique. Enfin, je disais ce matin que pas mal d'économistes se posent beaucoup de questions sur ces problématiques de résilience par rapport à tout ce qui a été le lean management actuellement. C'est-à-dire qu'on sent bien que le just-in-time a ses limites lorsqu'on commence à rentrer dans des situations peut-être un peu plus critiques. Le fait de ne pas avoir de stock fait que si jamais il y a un problème, on n'y arrive pas. La Covid, ça a été la même chose. J'ai eu des industriels qui se sont mis à genoux, littéralement, pour qu'on leur traite le conteneur qui arrivait dans leur usine. Parce que si ce conteneur n'arrivait pas le lundi, pour eux, c'était une catastrophe. Dans les deux exemples qu'on a évoqués, justement, on parlait donc à la fois des aléas naturels, crues, étiages, et des risques industriels, avec ce qui est arrivé ce matin, l'incendie d'OVH. Il y a une sorte de paradoxe finalement où d'un côté il y a une tendance qui serait de dire il faut éloigner les risques de l'agglomération, il faut les sortir idéalement de l'agglomération puisque c'est là qu'il y a le plus de personnes exposées et de biens exposés, et en même temps on voit entre autres ce matin encore que justement la situation, la proximité métropolitaine fait qu'il y a une capacité de réaction et de vigilance bien supérieure. C'est-à-dire qu'en termes de crues, c'est assez évident, vous le disiez, l'EMS est plus réactive et anticipe mieux qu'une petite commune qui n'aura pas les moyens ni peut-être l'intérêt d'investir. Donc il y a une sorte quand même de symbiose qui fait que la métropole est peut-être un lieu justement propice à accueillir le risque, ou en tout cas à l'anticiper et à le gérer. Oui. Je pense que la métropole, on a effectivement le répondant par rapport à ces éléments-là. Je veux dire, un incendie comme ce matin, la métropole, un certain nombre d'acteurs de la métropole étaient complètement au courant de ce qui se passait et savaient comment réagir, etc. etc. C'est effectivement pas forcément le cas dans la petite Comcom qui accueillerait ces éléments. Qui accueillerait ces éléments. Et je dirais que le fait d'être à proximité aussi, ça rend une vigilance beaucoup plus grande sur les plans de protection, sur les études de danger qu'on peut faire. On fait des études de danger assez fortes. Et on peut aussi mettre en place tous les systèmes qui permettent d'avertir les riverains de façon beaucoup plus efficace qu'on peut le faire à la campagne. À la campagne, on n'est pas toujours conscient. Enfin, moi, j'ai habité un certain temps je l'ai appris lorsqu'elle a brûlé, pas très loin d'une usine qui était classée effectivement Céveso. Je l'ai appris quand elle a brûlé. Bon, j'ignorais totalement, alors que je suis dans la partie, et que je me suis occupé des postes à l'époque sur la zone. J'ignorais totalement qu'on était dans les périmètres de danger. Je l'ai appris quand un brave gendarme est venu toquer à ma porte en me disant tiens coucou, est-ce que vous savez qu'il faudrait que vous évacuiez? Ah oui, vous me le dites, on va peut-être le faire. Alors, dernière question sur le sujet environnement, qui est la question territoriale, au sens où le port, le territoire portuaire est aussi un environnement. Vous le rappeliez, c'est presque 1000 hectares
ce qui représente, je crois, à peu près 8% de la municipalité, du territoire communal. C'est 10 km de berge rhénane, ce qui représente à peu près 60% du front rhénan de Strasbourg, est occupé par le port autonome de Strasbourg. Historiquement, c'était la forêt rhénane, donc le port s'est aménagé en défrichant 1000 hectares de forêt rhénane. Et c'est aujourd'hui quand même un territoire portuaire qui est toujours en contact avec beaucoup de grandes forêts strasbourgeoises, la forêt du Neuhof, le Rorschollen, l'île aux Épis qui est en partie forestière, la forêt de la Robertsau. Donc, même si le territoire a été défriché, il reste un lieu de contact. Quid de la nature concrètement dans le port, des liaisons naturelles manquantes à restaurer, de ces trames vertes et bleues qu'on voit sur les plans en filigrane mais qu'on a du mal à lire dans le territoire du port. Quelle stratégie, quelles ambitions pour les... Alors la question tombe bien puisqu'on a une stratégie biodiversité, mais je dirais qui est pour l'instant très localisée sur un certain nombre de points. Donc effectivement, c'est de favoriser un certain nombre, chez certains clients ou chez nous, un certain nombre d'espèces, puisqu'on a certains clients qui peuvent, en plus pour lesquels ça peut présenter un intérêt, par exemple l'épervier qui chasse ses pigeons, hein, par exemple, des éléments de ce type-là. Donc ça peut être des intérêts de ce type-là. L'autre question, c'est effectivement la question de la continuité, des différentes continuités qu'on peut avoir. Et là, on vient de candidater la semaine dernière pour un élément qu'on fait avec l'agence d'urbanisme, des éléments d'études et de réalisation qu'on va faire avec l'agence d'urbanisme et la métropole, pour justement essayer de déterminer sur les éléments de trame verte et bleue. Il y a déjà pas mal d'éléments finalement de trame verte et bleue quand on regarde le territoire. Et aujourd'hui, c'est un aspect qui n'est pas forcément facile à traiter. C'est continuité pour quels animaux, continuité pour quel type de faune, pour quel type de flore, etc. etc. Donc on a tout cela, et d'arriver à faire connaître aussi, à l'inverse, d'arriver à faire connaître la richesse qui peut exister sur nos territoires par rapport à ces éléments. J'ai été frappé, alors c'est un port comme Marseille qui a fait ça, qui a fait faire un reportage photographique sur Fos, donc pas sur les bassins centraux dans la ville de Marseille, hein, Fos, le port emblématique et extrêmement, c'est quand même pas très beau, Fos, quand on passe à côté de Fos, hein, bon, bref. Quand vous voyez la richesse faunistique dans ces bassins, c'est extraordinaire, c'est assez fabuleux. Vous avez des endroits où ça a été colonisé par toute une faune qui est une faune méditerranéenne tout à fait, dont certaines espèces sont quand même assez peu nombreuses dans la Méditerranée. C'est un changement important de vision et d'état d'esprit de pas mal de monde, hein, parce qu'on a encore pas mal de personnes qui voient quand même les territoires comme la pelouse, c'est quand même mieux que si on avait de la prairie non fauchée. Le fauchage tardif, c'est bien, mais enfin, ce serait quand même mieux si vous fauchiez au mois de juin, au moment où les oiseaux, où les nidificateurs sont là. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui font qu'on arrive à. C'est aussi la représentation de ce que doit être ce territoire qui doit changer dans l'esprit de pas mal de personnes. Donc c'est un travail de longue haleine. Hein. De fait, l'hypothèse de notre recherche, c'est que le portuaire, entendu de façon large, multidimensionnelle, nous semble particulièrement pertinent pour armaturer la construction métropolitaine strasbourgeoise. On y a repéré quatre raisons. C'est une question, un champ qui entraîne un dépassement à la fois des limites politiques et territoriales, parce qu'il est focalisé davantage sur des enjeux que sur véritablement des périmètres, que c'est déjà un territoire qui stimule l'action collective. On le voit aujourd'hui à travers
pas mal d'exemples dont on a pu parler, et parce que c'est l'affaire de nombreux acteurs qui met en place des partenariats, qui a aussi de nombreux gestionnaires, si on élargit la question portuaire aussi au réseau hydrique qui la rend possible. Autour de l'eau notamment, mais peut-être aussi autour des images portuaires, il y a une force évocatrice pour une adhésion métropolitaine, symbolique, esthétique, peut-être même imaginaire, et puis qu'il y a un ancrage géographique et historique qui est vraiment, on l'a vu, inextricablement lié à l'histoire de Strasbourg, et que du coup c'est un élément de repère et de permanence pour les territoires et ses habitants. Du coup, la question c'est effectivement de vous entendre sur cette hypothèse. Est-ce que les voies fluviales et les réseaux portuaires vous semblent effectivement des horizons porteurs pour rassembler les territoires autour de Strasbourg, peut-être à l'échelle régionale, en re-questionnant cette question justement de l'échelle métropolitaine, peut-être au-delà de son périmètre administratif actuel, comment si vous êtes dans cette adhésion à nos hypothèses, dans quel sens, sur quelle base Alors, que effectivement tous les éléments fluviaux, etc., soient un élément qui oblige à réfléchir le fait métropolitain est à mon avis assez évident, parce qu'en fait, de toute façon, le réseau hydrique, il se moque un peu des frontières administratives, Et comme on a dit, on a bien vu qu'il y a un certain nombre d'éléments où il y a un certain nombre d'initiatives, que ce soit de transport ou sur le tourisme, sont des initiatives qui dépassent largement l'aire métropolitaine. De la même façon, le port, de façon évidente, irrigue largement plus, même que ce soit par fleuve, mais que ce soit aussi par route, il irrigue de façon largement plus que l'aire métropolitaine, et heureusement. Donc ça interroge quand même, de cette façon-là, ça interroge effectivement la relation entre la métropole et l'ensemble. Ça interroge aussi la façon dont la métropole, ce qui a été intéressant, c'est lorsqu'on a fait la contribution pour le SRADET, on a essayé de montrer quelles étaient les différentes échelles dans lesquelles on se positionnait, qui n'étaient pas des éléments sur lesquels la métropole, ou la région d'ailleurs, la région Alsace à l'époque, c'était pas encore la région Grand Est, mais la région Alsace, n'avait pas complètement vu cette imbrication d'échelles différentes. L'échelle du Rhin supérieur, par exemple, a été vue, mais pas complètement, par rapport aux synergies qu'on peut avoir entre les différents éléments sur le Rhin supérieur, ou l'échelle plus large européenne, l'échelle, tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, en route de la soie, mais pas seulement, hein, il y a aussi le développement de la Pologne ou le développement de la Tchéquie, par exemple, qui sont quand même des développements lourds, où tout ce qui se passe sur les axes nord-sud n'avait pas été complètement vu. Donc je crois qu'on a vraiment un intérêt, et là, il faut questionner le rôle de structures comme par exemple l'agence d'urbanisme, qui, à mon avis, a un rôle à jouer dans ce genre d'éléments, pour essayer de faire en sorte de mieux fédérer les acteurs sur ces différents éléments. Je dirais que l'un des avantages que le port a par rapport à l'ensemble, c'est qu'on a l'avantage d'une certaine neutralité. On a certes la ville dans notre conseil d'administration, mais on peut aussi travailler avec la région, on peut aussi travailler avec la collectivité européenne d'Alsace sans trop de problèmes. Et on a quand même la caution de l'État qui est aussi l'un de nos actionnaires, je mets ça entre guillemets. Donc on peut arriver effectivement à aider à fédérer un certain nombre de réflexions. On le voit dans nos conseils d'administration. Souvent, ils évoquent des problèmes qui n'ont pas grand-chose à voir a priori avec le port, hein, mais qui sont des problèmes qui peuvent être évoqués à un moment où, effectivement, ça finit par se concentrer sur notre petit territoire, parce qu'un certain nombre de questionnements qui sont sur notre territoire sont des questionnements qu'on peut évidemment trouver ailleurs. Et
je dirais que si ça soit dans le domaine des transports, on a parlé de la problématique transport marchandises versus transport voyageurs. Hein. On voit bien que l'échelle métropolitaine s'agrandit dans le domaine du voyageur. Que ce soit dans le domaine de l'environnement où on se positionne, avoir une trame verte et bleue en soi, ça n'a aucun intérêt si on ne se positionne pas à l'échelle de la forêt au nord au sud. Hein. Sinon, pourquoi faire ? Et on retombe sur la question introductive quand on se posait la question, et Anne-Marie Jean l'avait elle-même posée dans ce re-questionnement finalement de la gouvernance portuaire, qui est de se dire comment sortir simplement du binôme commune-État et comment associer tous les étages. On a l'impression que c'est presque une maquette d'une gouvernance métropolitaine au sens où... Oui, c'est en gros l'un des éléments que j'avais évoqué avec Anne-Marie Jean, c'était la création éventuelle on ne va pas l'appeler comme ça parce que c'est une marque déposée presque, d'un conseil de développement. C'est ce qui existe dans les ports maritimes. La notion de conseil de développement, moi j'y crois beaucoup parce que je pense que c'est là que les débats peuvent se faire, qui vont probablement dépasser le simple domaine portuaire. Enfin, mes collègues me disent attention, hein, tu ouvres une boîte de Pandore, on parle de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. N'empêche qu'ils n'ont pas grand-chose à voir, sauf que sur Dunkerque, on parle de la d'une dune protégée, ça n'a pas grand-chose à voir, sauf que ça a permis au port de Dunkerque de faire son terminal méthanier quand même. Donc c'est pas complètement neutre, et que c'est le port de Dunkerque qui est devenu le gestionnaire de cette digue par ce moyen-là. C'est commencé à penser de façon systémique. Ouais. Effectivement. Et donc ça a été, pour eux, ça a été une révolution de faire ça, mais tout d'un coup ils se sont retrouvés. Les grands bétonneurs devenant gestionnaires d'une réserve naturelle, quoi. C'était presque inimaginable, parce qu'on ne trouvait pas, tout simplement parce qu'ils ne trouvaient pas d'acteurs pour gérer efficacement ce machin. Hein. Donc on a probablement ce genre d'éléments qui nous permettent, comme vous dites, de sortir un peu de du système silo. On est encore trop un peu dans le système silo. Je le vois dans les transports, où le silo fluvial, le silo routier, le silo train ont quand même du mal à... Bon, ils se parlent plus qu'avant, mais ils se parlent quand même pas tant que ça, quoi. Enfin, c'est compliqué encore. Et ça, c'était aussi une hypothèse qu'on a décrite dans ce petit ouvrage là, qu'on vous a remis, que finalement l'espace portuaire comme la métropole se définissent pas tant, enfin pas disons les ports comme la métropole se définissent pas tant par leur périmètre ou par leur rôle de gestionnaire d'un périmètre défini, mais par leur capacité justement sur des enjeux très précis, multiples, à mettre en rapport des intérêts différents, à les faire dialoguer, et du coup sont d'une nature plutôt transactionnelle en fait. Ouais. Une métropole comme un port, finalement, a cette capacité à établir des transactions, à les rendre possibles. Est-ce que ça vous parle, ou cette culture-là Oui, mais je pense qu'on on essaye, nous, au niveau du port de Strasbourg, depuis un certain temps, puis je crois que maintenant ça commence à venir aussi au niveau des autres ports, de rentrer dans ce rapport de collaboration. Je dis souvent, à l'échelle d'un habitant de Los Angeles ou de Toronto, Strasbourg ou Colmar, pareil. Hein. Pour lui, la distance entre Strasbourg et Mulhouse, c'est même pas la longueur d'une ville comme Los Angeles. Donc, pour lui, quand il commence à avoir une compétition entre Strasbourg et Mulhouse, ça le fait rigoler, quoi. Et nous, on raisonne à nos micro-échelles. Il y a quelque chose. Il faut qu'on sorte de cette. On peut plus se permettre ça.